notre port n'était qu'un simple WAF. De 93 jusqu'en 38, c'était un simple WAF qui pouvait recevoir des navires calant de 400 à 600 tonnes, parfois même moins de 400 tonnes. Alors, c'était des voiliers qui venaient faire l'échange des épices contre, malheureusement, non seulement nos frères, mais aussi contre les produits de cueillette ou de choses que nos populations pouvaient bien livrer. Et jusqu'en 1938, il n'a connu aucun développement. Ce n'est que après la guerre de 39-45 qu'on a repris. Et en 1955, il est devenu un véritable port en eau profonde, capable de recevoir des navires de plus grande taille. De 1955 jusqu'en 1983, il n'y a même pas eu un entretien curatif, puisque l'Office maritime, qui était le répondant à l'époque, était un service du budget général. Le port n'était pas autonome. Il était là et avec un maigre budget, on ne pouvait réaliser que ce port ressemblait véritablement à une ville bombardée, parce que les magasins étaient en décrépitude. Tout était là, presque à l'abandon. On n'avait même pas la fierté d'être responsable de ce secteur. Pendant ce temps, l'économie se mondialise, les échanges s'intensifient, créant ainsi un vaste réseau entre pays et continents. Et la mer, grâce aux techniques de pointe dans le domaine de la navigation, devient très rapidement le moyen d'échange le plus efficace et peut-être le plus sûr. Hélas, le port de Conakry, lui, sera très tôt limité dans ce réseau d'échange à cause de la vétusté et parfois même l'inexistence d'infrastructures appropriées. Conséquence, longue durée d'attente aux navires, le coût élevé des opérations portuaires, $30 de plus par tonne de poids de jauge net par rapport aux autres ports voisins de la sous-région par exemple, sans compter l'insécurité des marchandises. D'où le lancement en 1983 du premier projet d'aménagement et de réhabilitation du port de Conakry. Projet exécuté en 3 volets, travaux de génie civil, fourniture d'équipements et assistance technique. Coût total, $38 millions, un prêt à la Guinée de plusieurs institutions financières, dont la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et la GTZ allemande. Les résultats ne se feront pas attendre. En quelques années seulement, les méthodes de gestion s'améliorent nettement et on passe de 20 à 400% du trafic et la capacité d'accueil des infrastructures du port de Conakry. Avant même la fin du premier projet, la nécessité de monter un deuxième projet s'est fait sentir à la faveur, premièrement, de l'ouverture que nous a apporté la Deuxième République. Donc, le trafic a augmenté fortement. Le besoin donc d'avoir des installations plus fiables était exigé. Et on a donc monté ce deuxième projet. Cet appontement pétrolier a été l'une des principales composantes des ouvrages réalisés par le deuxième projet portuaire. Il se compose des ducs d'accostage avec 18 pieux et de 34 pieux qui supportent la passerelle que vous avez devant vous. Et cette passerelle elle-même, plus ces pieux ramassés, constitue ce qu'on appelle l'infrastructure de cet appontement, avec 1000 tonnes de ferraille et les installations d'exploitation que vous voyez à votre droite
qui se compose des pipes qui renvoient le produit qui sera dépoté au niveau des bacs de l'APT. Vous voyez, les 3 premiers pipes ont été installés par la SGE et le grand pipe à droite a été installé par la société Frigia pour la réception de son produit de fioul. L'ouvrage que vous voyez est fondé à une profondeur de 10 mètres. Qu'est-ce que ça dit? Ça signifie qu'il est capable de recevoir des navires tankers jusqu'à 25 000 tonnes de capacité. Et nous avons fondé l'ouvrage en sorte qu'une extension en capacité, je l'ai dit, de port en lourd puisse être conduit jusqu'à 40 000 tonnes. C'est-à-dire dans le futur, nous pourrons recevoir des tankers allant jusqu'à 40 000 tonnes de port en lourd. Le coût de l'ouvrage est fixé à 10 millions de dollars. L'appontement pétrolier doit recevoir des tankers de 25 à 45 000 tonnes. Il est venu bien à propos, parce que jusqu'ici, au niveau du port de Conakry, nous n'avions pas des installations de ce genre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous accostions nos tankers au niveau de quai Frigia ou au niveau du quai Obeka, ce qui constituait des gênes terribles pour l'exploitation du port, parce que c'était des manques à gagner. Une fois qu'un tanker venait, et comme ils étaient prioritaires, nous étions obligés de shifter, c'est-à-dire d'enlever les navires en opération pour accoster les tankers, dont le dépotage pouvait prendre 1 jour, 2 jours, et ensuite on ramène le navire qui est placé. Maintenant, avec cet appontement pétrolier, d'abord, quelque chose de très important, c'est la sécurité. Il sera prévu toutes les dispositions de sécurité ici, et le tanker sera déchargé sans gêner maintenant les autres quais. Et c'est ce qui amène la spécificité des quais avec la présence du terminal conteneur. Au niveau des ducs d'Alpes, la profondeur la plus grande a été des pieux de 30 mètres, avec un enfoncement de 16 mètres. Alors c'est le tout qui supporte ce dispositif sur lequel, au bout, à l'extrémité, nous avons installé un séparateur d'essence avec maintenant les bouches qui vont être raccordées au flexible du bateau. Pour le moment, on ne pourra dépoter qu'avec les flexibles. Nous prévoyons des bras, comme on l'avait projeté, il est prévu la construction des bras. C'est des travaux en principe que les privés usagers devraient exécuter. Et c'est avec les bras que nous avons plus de sécurité dans la mesure où l'effet de la pollution pourrait être évité. Également un travail annexe qui n'est pas celui-là réservé au privé que le port se propose de réaliser dans un futur immédiat, c'est l'adduction d'eau jusqu'à une certaine distance de manière à renforcer le dispositif de sécurité au niveau de cet appontement pétrolier. Il nous faudrait donc installer un système à mousse au milieu de l'appontement pour qu'en cas d'incendie, qu'une intervention soit efficace, sans compter au niveau des remorqueurs où il y a des lances. C'est des lances que nous avons installées à bord de nos 2 remorqueurs de 1800 chevaux et qui ont aussi une possibilité très étendue en cas d'incendie. La digue a été retenue comme mesure tendant à minimiser les volumes de dragage. Il existait au préalable 2 digues. La digue de la Prudente, qui est du côté de Kassa, celle que tout le monde voit généralement, et la digue du Nord. Les 2 digues ont existé depuis 1955. Depuis 1955, les grands travaux de Marseille qui ont eu à les réaliser ont poussé l'analyse en rapport avec le BCOM pour
et ainsi que le laboratoire central d'hydraulique de France pour analyser les mouvements des courants, les mouvements des vagues, pour trouver une solution qui serait économique dans le cadre de l'entretien en matière de dragage. C'est ce qui a dicté la construction et la fermeture complète du bassin. Donc dans ce projet, nous avons pris côté du petit bateau, en direction de la digue du Nord, on a procédé au raccordement avec la digue existante. Et entre les deux anciennes digues, donc également une fermeture complète a été réalisée, le tout pour 1500 mètres de digue, avec des blocs pesant parfois jusqu'à 7 tonnes. Et tous les blocs, comme d'ailleurs les agrégats utilisés dans la construction des différents lots, tout le produit est venu de Soro, la carrière de Soro. Comme précédemment d'ailleurs, même en 1955, c'est cette carrière qui a servi aux travaux de construction et d'extension du port. Nous l'avons estimé à quelque 80% d'économie en dragage, environ 80% d'économie en dragage, dans la mesure où l'envasement qui nous venait du nord au sud sera bloqué. Et donc, ça se vérifie déjà puisque depuis 1987, pratiquement, nous n'avons pas encore enregistré de trop grandes plaintes en matière de dragage depuis bientôt, j'allais dire, depuis 90, autant pour moi, pas 87, depuis 90, nous n'avons pas enregistré de difficultés au point de vue dragage, alors qu'annuellement, il était demandé d'enlever quelques 600 000 mètres cubes au titre du dragage d'entretien, qui était généralement réalisé par la Somidrate, notre Société nationale de dragage. Sa longueur et son coût? La longueur 1500 mètres de digue, avec un coût d'environ 9 millions de dollars. Évidemment, le complément ajouté, parce qu'il y a un complément à la digue de la Prudente de 250 mètres qu'on a réalisé au profit du terminal afin de bloquer non seulement le mouvement des vagues, mais même un peu le phénomène de la houle. C'est le chenal que vous apercevez, vous voyez une des bouées, vous voyez le feu directionnel sur la digue de la Prudente dont je vous ai parlé plus haut, qui a été prolongé d'ailleurs, voilà le tronçon qu'on a renouvelé, entre donc les bouées que vous voyez en rouge et les bouées qui sont en vert, c'est le couloir obligé pour les navires. Est-ce que ça veut dire que si un navire sort de ce couloir, il est dans les eaux internationales maintenant? Non, pas international, parce que nos eaux vont jusqu'à 200 000 marins. Ici, c'est une question de sécurité. Si le tirant d'eau du navire est grand, il est obligé de passer par le chenal. Naturellement, les petits bateaux peuvent contourner, aller même, si c'est les chalutiers ou autres, on ne leur impose pas ce chemin. Mais les bateaux qui ont un certain tirant d'eau important doivent obligatoirement passer par ce chenal. Ce chenal que vous apercevez a fait l'objet d'un dragage d'établissement, si vous voulez, puisqu'on est passé de 8,50 m à 9,50 m, on l'a approfondi pour permettre de recevoir des navires de plus grande taille. Hier, on était tributaire de ce chenal. Il fallait attendre les hautes marées pour recevoir les minéraliers de 33 pieds. Aujourd'hui, à tout moment, nous pouvons recevoir des navires jusqu'à 30 000 tonnes sans aucun problème. On n'a pas besoin d'atteindre la haute marée. À tout moment, on peut les rentrer comme on peut les sortir. Et nous voyons au fond là-bas 2 grands crochets. C'est les bollards dont je vous parlais. C'est les crochets là qui reçoivent les amarres ou les techniciens de la capitainerie qui sont responsables des mouvements portuaires, parce qu'il faut que je vous précise que le port est entièrement responsable du pilotage. Il est assuré par les techniciens de la capitainerie. Le terminal
est constitué de 300 mètres linéaires de quai en bloc. La longueur utile étant de 270 mètres, sur lesquels sont fixés les bollards comme les autres quais. Ici, c'est les défenses que vous voyez en caoutchouc. C'est les défenses qui protègent le navire pour éviter les chocs contre le mur de quai. Le mur de quai, je l'ai dit et j'insiste là-dessus, il est fait en blocs de béton. C'est-à-dire on a posé les blocs les uns sur les autres depuis l'assise. Aujourd'hui, là où on est, c'est comme si on était au 3e étage d'un bâtiment. Nous sommes à 16 mètres à partir du fond où on a démarré avec la pose des premiers blocs. Donc le total, c'est 907 blocs qui ont été alignés et après lesquels on a évacué l'eau qui était contenue du côté terre et on a substitué l'eau à du sable par un remblai hydraulique. Le sable provenant parfois à 30 km d'ici. C'est-à-dire on est allé en mer avec une drague suceuse et on a ramené le produit, on l'a pompé ici pour remblayer et gagner cet espace que vous avez vu, jusqu'à avoir les 8 hectares. Donc c'est un travail de titan. Ces blocs derrière lesquels nous avons fait un écran, un filtre, sur lequel également plusieurs remblais ont été posés. D'abord le remblai en arrochement pour 50 000 m3, suivi d'un remblai en sable qui a été projeté jusqu'à l'arrière-zone pour quelques 500 000 m3 et maintenant du béton pour 30 000 m3. Le tout avec le pavé sur lequel nous marchons pour 2 700 000 éléments. Le tout pour un coût de 32 millions de dollars financé par la BAD et le gouvernement guinéen à travers le port autonome. Bien, M. Kamano, je vois ici aussi un bâtiment. Je ne sais pas à quoi il va servir parce que... C'est le magasin de dépotage et d'empotage qui a été réalisé et qui recevra les conteneurs où la douane pourra procéder, si besoin était, à son premier contrôle. Sinon, nous avons la chance que notre port, anciennement, est une zone bien aménagée où on pourrait également faire le même contrôle. C'est d'ailleurs le souhait des usagers. C'est ce qui a expliqué la construction d'une porte intermédiaire entre l'ancien port et cette autre partie du port de commerce. Il s'agira donc de procéder à ces contrôles dans les zones anciennement utilisées par les manutentionnaires et ici ne sera utilisé que pour la sortie de tous les conteneurs. Nous voulons regrouper toutes les boîtes à ce niveau. Nous voulons regrouper toutes les boîtes à ce niveau et récupérer donc l'air du premier terminal à conteneurs qui représentait 2 hectares aménagé dans le cadre du premier projet. Derrière, un bâtiment administratif avec 10 bureaux et un local pour le central téléphonique et de part et d'autre des bâtiments de contrôle pour les agents de sécurité, en l'occurrence la douane. Parce que tout le contrôle se fait à la sortie. Les privés et la douane se proposent d'informatiser d'ailleurs la gestion de ce terminal, ce qui sera encore une autre qualification au niveau de notre port. À gauche comme à droite, nous avons prévu 3 bureaux avec les sanitaires et un violon de part et d'autre pour les récalcitrants, puisque le terminal soit un désert. Ce n'est pas exclu, surtout que nous sommes dans une zone où nous connaissons un envahissement qu'on n'arrive pas à maîtriser dans cette zone de Sékou-Touria, comme ils l'appellent. Eh bien, c'est une agression perpétuelle que nous enregistrons, même du côté de nos travailleurs qui viennent pour les travaux d'entretien ou de balayage de la chaussée. C'est les caniveaux qui, en principe,
collecte les eaux pluviales. C'est pour ça qu'on a fait une légère pente, comme vous voyez, de part et d'autre. Toutes les eaux de pluie sont rejetées au niveau de ce caniveau principal qui, à son tour, rejette à la mer. Et ces caniveaux, comme vous le voyez, exigent un entretien perpétuel. L'ensablement que vous voyez ici, c'est les retombées justement de ceux-là qui viennent encore ramasser et remuer le sable que Philippe Haussmann a laissé sous les pierres là-bas, et pour lesquels d'ailleurs nous avons fait une protestation. Ils sont en train de faire l'enlèvement du dernier lot, ce qui va nous mettre à l'abri de ces retombées là. Philippe Haussmann, c'est le constructeur allemand. Oui, c'est l'entreprise qui a eu à réaliser le projet dans les règles de l'art. Nous avons prévu ce stock pour la maintenance de l'infrastructure en question, parce que le pavé aussi subit quelques avaries. À des endroits donnés, on aura besoin de refaire ce pavé. Comme vous le voyez, c'est un lit de sable sur lequel on a posé ces éléments, au nombre de 2 700 000. Ce bâtiment au fond là, à étage. Ce bâtiment au fond, je vous ai dit également, c'est le bâtiment administratif que nous mettons à la disposition des privés et de la douane pour l'exploitation du terminal. Je voudrais profiter d'ailleurs de l'occasion pour vous dire que les privés, les 5 principaux manutentionnaires viennent déjà de créer le CTS, Conakry Terminal Service. Le CTS, c'est un GIE où ils ont accepté donc collaborer avec le port qui met à leur disposition ce terminal. Ils le gèrent eux-mêmes, ils le sécurisent eux-mêmes, et le port n'a qu'un rôle d'intendance là-dessus en tant que propriétaire des installations, en tant que coordinateur de tout ce qui se passe dans l'enceinte portuaire. Nous avons installé un groupe de secours de 442 kVA, donc disons surdimensionné aux besoins, mais nous avons déjà prévu l'avenir. Nous avons donc préféré qu'il soit ainsi grand. Les exploitants, c'est-à-dire les usagers, vont l'exploiter. En cas de coupure du secteur, automatiquement le groupe reprend. Et nous avons 3 projecteurs avec des installations de prise pour les conteneurs frigo. Il y a aussi tout le long du côté de Frigia là-bas, on a installé également une 60aine de prises à conteneurs frigo, c'est-à-dire pour pouvoir conserver les produits dans les conditions requises. Il est capable de recevoir 50 000 conteneurs par an et est capable de recevoir des navires de 2e, 3e génération, c'est-à-dire des navires qui peuvent nous transporter d'un seul tenant 2000 boîtes à 3000 boîtes, c'est-à-dire 3000 conteneurs tout d'un coup. Ces infrastructures de base sont évidemment complétées par des services et autres ateliers rentrant dans l'exploitation quotidienne du port de Conakry, dont la compétitivité devient de plus en plus une réalité maintenant, Dieu merci. Et en inaugurant avec faste le 27 août 1992 ces réalisations, le chef de l'État, son épouse et toutes les personnalités qui les accompagnaient ne pouvaient que prouver un sentiment de réel soulagement, mais aussi un sentiment d'inquiétude parfois quant à l'entretien et à la maintenance de ces infrastructures. Un problème souvent délicat dans notre pays et qui, si nous ne prenons garde, tend à compromettre nos efforts de développement. Au niveau du financement, tous ces lots, le port est intervenu. C'est pour cela les 63 millions de dollars dont on vous a parlé comme coût global du projet, le port est intervenu pour 14%, soit à peu près 8 500 000. C'est donc dire que notre gouvernement a beaucoup contribué financièrement pour la réalisation de ces ouvrages. Que l'essentiel n'est pas d'avoir un tel équipement, il faut prendre déjà les mesures pour son entretien. Et le port en est tellement conscient que nous formons déjà sur le tas une équipe qui va s'occuper non seulement de l'entretien de l'appontement pétrolier,
mais de l'entretien des autres secteurs du port. Bien sûr, l'usager avec lequel nous aurons signé le contrat aura aussi une part de responsabilité. Mais la coordination reviendra au port autonome, qui en est le propriétaire. Nous sommes très très jaloux de nos équipements, de nos infrastructures. Les autorités du port autonome de Conakry se sont donc maintenant résolument tournées vers l'avenir. Mais le programme de réhabilitation, d'extension et de modernisation d'un port n'est jamais fini. Et c'est pour cela que la direction du port autonome de Conakry a déjà élaboré plusieurs projets en vue de surmonter certaines difficultés. Nous pourrons prévoir 3 axes de développement du port. Le premier axe, ce serait la construction d'un port de pêche, qu'il soit industriel ou artisanal. Vous voyez cette place également, c'est ce qu'on appelait avant le hangar banane ou fruitier. Il est nu ici. C'est actuellement l'emplacement de la nouvelle Sougui Pêche qui est érigée à ce niveau-là. Vous voyez la darse. La darse sert de port de pêche. Et comme j'ai eu à le dire tantôt, cette darse est saturée. Vous avez la marine nationale, vous avez les chalutiers pour la pêche, vous avez notre unité industrielle de pêche, c'est pratiquement saturé. La cohabitation de ces unités avec notre unité nationale de la marine nationale n'est pas très très souhaitable. Et c'est pourquoi nous aurons souhaité que la marine nationale puisse s'installer à Kassa, ou en tout cas sur les îles, et libérer cette darse qu'on peut aménager en première urgence en port de pêche, s'il n'est pas possible de financer maintenant un port de pêche industriel. Voilà une proposition qui pourrait être retenue. Le deuxième programme d'investissement, ce serait l'accès du port. L'accès du port, pour nous aujourd'hui, constitue le casse-tête chinois. Prenez un peu les trailers, les remorqueurs, les camions qui transportent les conteneurs, qui transportent les marchandises dans les magasins de stockage au kilomètre 10, au kilomètre 17, au kilomètre 20 et plus loin. Un port, c'est un point de passage de la mer à la terre. Ce n'est pas un lieu de stockage. Les magasins qui sont au port sont des magasins de transit. Les marchandises sont débarquées et elles doivent être enlevées dans les 24 ou les 72 heures. Le meilleur port qui tourne, c'est le port qui connaît un déchargement sous-planant, c'est-à-dire quand le navire accoste, les véhicules viennent, c'est déchargé directement dans les véhicules et c'est transporté à l'extérieur du port. Ensuite, viennent ceux qui ne peuvent pas être exportés immédiatement, sont déposés en magasin cale, ce qu'on appelle magasin cale, ce sont des magasins qui sont installés au niveau à 25 mètres à peu près des quais et qui reçoivent des marchandises pour être transportées, pour permettre le déchargement rapide du navire et être transportés dans les magasins de stockage. Nous avons donc ce problème de sortie, d'amener des marchandises du port à ces magasins, dans ces magasins de stockage. Vous voyez un peu la structure de la circulation urbaine de Conakry. Ces véhicules qui ne doivent souffrir d'aucun retard sont prisonniers de la circulation urbaine. Elles vont au pas de caméléon, comme on pourrait le dire. Les véhicules, ils vont à la même allure que votre voiture à vous, alors qu'ils auraient besoin d'une voie express pour prendre la marchandise, aller décharger et revenir immédiatement. C'est un handicap très sérieux au port de Conakry. Le troisième axe, enfin, l'État actuellement est en train de négocier avec les Iraniens pour exploiter les bauxites d'Abola et de Tougui, où ces bauxites seront exportés. C'est à partir du port de Conakry. Nous avons déjà inséré dans notre programme de développement du port, dans l'avenir, l'insertion d'un port en eau profonde au niveau du port de Conakry, qui va appuyer les digues que nous avons eu à construire. Donc les places et les lieux ont été prévus déjà
il s'agira seulement que le projet voit le jour pour qu'au niveau de l'exportation, il n'y ait plus de problème. Tout naturellement, la rentabilisation de toutes ces infrastructures passe entre autres par une gestion efficace et rationnelle du personnel, qu'il faudrait sans cesse qualifier professionnellement, tout en assurant à chacun de 330 employés du port autonome de Conakry des conditions de vie et de travail plus sécurisantes. Nous avions deux types de personnel, à savoir un personnel qui nous est venu de la fonction publique, que nous avons hérité de la fonction publique, et qui a été défonctionnalisé au mois d'août 1990. Au mois d'août 1990. Donc c'était 227 agents. Donc ces 227 agents étaient prioritairement soumis au contrat à durée indéterminée. Mais entre-temps, pour des besoins de fonctionnement, le port a eu à recruter de lui-même certains agents. Et c'est ceux-là qui sont soumis au contrat à durée déterminée. Nous avons fait les contrats individuels de travail. Et maintenant, chacun sera posté dans sa catégorie et dans son emploi. Et c'est l'emploi qui est rémunéré. Ce n'est pas l'individu, mais c'est le poste de travail qui est rémunéré. Avec ces sociétés et entreprises, tout va pour le mieux. Sauf, et là c'est une tâche noire, dans le recouvrement de nos créances, c'est-à-dire les droits de passage des marchandises au port requièrent des taxes. Et ils sont consignataires en même temps, donc la consignation des navires, c'est eux qui nous repayent. Il y a à ce niveau-là seulement des petites frictions. Ils ont des problèmes, certes, parce que croyez-moi que la marchandise qui sort, des fois certains de nos opérateurs ne leur payent pas immédiatement. Ils ont des retards de paiement. Or, le port insiste qu'il soit payé dès que la marchandise est déchargée. Là, à ce niveau, il y a toujours des explications et nous avons toujours été très compréhensifs. Je leur accorde toujours un délai qui leur permet d'entrer en possession de certains fonds. Nous ne faisons plus la manutention. Comment il faut gérer puisque le port ne fait pas la manutention? Et comme vous, beaucoup ont pensé, beaucoup viennent nous voir pour dire « Ah, maintenant directeur, comme vous avez maintenant un terminal conteneur, certainement ça va requérir de nouveaux recrutements. » Nous avons dit non, nous ne faisons plus la manutention. Nous leur indiquons le nom des sociétés qui doivent exploiter. Ces sociétés, nous avons décidé que ce ne sera pas en rang dispersé. Nous, autorités du port, nous ne voulons avoir qu'un seul interlocuteur. Et quelle que soit la forme de la gestion, nous devons avoir affaire avec un seul interlocuteur. Ces 5 sociétés se sont regroupées, ils ont créé ce qu'on appelle un GIE. C'est un groupement d'intérêt économique. Ils ont fait leur statut, ils ont fait leur règlement intérieur, et ils ont proposé, nous avons examiné, nous sommes en train de finaliser les négociations pour passer la gestion du port, du terminal conteneur à ce GIE, où il n'y aura que, dans leur convention, je crois qu'il n'y aura qu'un seul secrétaire général qui va gérer. Alors c'est à ce niveau-là où se fera la gestion au niveau du terminal conteneur. Mais il faut noter, et nous avons eu à le dire, que ce ne sera pas un syndicat fermé. Tout Guinéen qui aura répondu favorablement aux critères de la manutention, tout Guinéen donc, ou toute association guinéenne, pourra adhérer. Quand il le pourra, la porte leur est grandement ouverte. Bien sûr, le préalable, nous avons élaboré un code de manutentionnaire, parce que ce n'est pas manutentionnaire quand vous le voulez. Il faut d'abord être professionnel, et puis il faut avoir une couverture financière qui vous permette de faire la manutention. Parce que nous avons vu certains de nos opérateurs économiques
qui importent, qui viennent avec toute leur famille pour décharger leur navire ou les mettre sur la ligne pour surveiller la marchandise. Or, nous avons au niveau du port ce groupement de dockers dont je vous ai parlé. Nous les avons pris, nous les avons mis à la disposition d'un bureau. Il n'est pas question, et ça je voudrais insister dessus, il n'est pas question qu'un opérateur, qu'un importateur quelconque amène sa famille, amène ses manutentionnaires pour opérer au niveau du port de Conakry. C'est l'opération réservée exclusivement aux seuls dockers qui en ont le droit et dont nous avons mission de protéger.